Ok, merci. Merci beaucoup pour l'organisation du workshop et l'invitation. Donc, je pense que la présentation va être un peu différente de à quoi vous avez l'habitude. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou pas. Ça va être séparé en deux parties relatives, enfin, complètement indépendantes. Donc, si vous n'avez pas la première partie, vous pouvez toujours vous raccrocher à la deuxième. Dans le mail d'invitation, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'invitait, puisque je ne suis pas un membre très actif chez Alia. Donc ils ont mentionné, les organisateurs ont mentionné mon intervention au séminaire Flageolet. Et donc voici l'abstract. Donc là, c'est Guillaume Chapuis qui est responsable de cet abstract. On a eu un échange d'emails. Il m'a dit bah ça fera très bien l'affaire pour un abstract à mon avis. Et donc il l'a recollé comme ça. Donc voilà, là, c'était deep learning. Maintenant, je parle d'IA. Donc je ne sais pas si je vais tomber aussi bas par la prochaine fois de parler des GI. J'espère pas. Donc voilà. Donc la première partie, ça va être dans le prolongement de ces travaux-là. L'utilisation de méthodes de deep learning et de graph neural network pour trouver des algorithmes dans un problème d'optimisation combinatoire. Donc, je ne suis pas le premier à regarder ce genre de technique, et ça, c'est un papier qui fait un survey de la littérature sur l'utilisation de ce genre de technique pour l'optimisation combinatoire. Et si vous le regardez un peu en détail, les conclusions sont assez mitigées, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de cas où ça marche vraiment bien, en fait. Et donc là, je vais prendre un focus très précis. Je vais regarder un problème et essayer de voir si sur ce problème-là, j'arrive à faire quelque chose. Donc le problème, c'est ce que j'appelle GAP, le Graph Alignment Problem, donc le problème d'alignement de graphe. Donc c'est une version un peu bruitée du problème d'isomorphisme de graphe. Donc là, j'introduis les notations. Ce que j'essaie de faire, c'est prendre deux graphes et les aligner, c'est-à-dire faire correspondre leurs arêtes. Donc je veux trouver une permutation, si on va faire le cas simple où les deux graphes ont le même nombre de sommets, donc c'est une permutation allant d'un graphe vers l'autre, de telle manière à ce que quand je renumérote les sommets, j'ai le plus d'arêtes coïncidentes. Okay, donc là, j'ai mis la différence entre les arêtes, donc j'essaie de minimiser, et ce que je viens de dire, c'est maximiser le nombre d'arêtes jointes, donc c'est exactement la même chose. Donc A, c'est ma matrice d'adjacence, je fais que des graphes non dirigés, donc c'est une matrice symétrique avec des 0 et des 1. Et puis, ça va être ma permutation. Donc ça, c'est un problème en fait qui est dur. Les deux mesures de performance, entre guillemets, que je vais regarder, c'est donc là, je prends une approche un peu machine learning, ce que j'appelle l'accuracy, la précision. En fait, la précision, c'est autre chose normalement, mais donc ça compte quoi? Donc j'ai un matching de mon graphe A vers mon graphe B et je compte le nombre de bons matchings que j'ai retrouvés entre GA et GB. Donc j'essaie de minimiser le nombre d'erreurs, si vous voulez, dans cet appariement. L'autre quantité, c'est le nombre d'arêtes communes. Donc ça, c'est exactement ce que j'essaie de maximiser. Et donc, ça ne dépend pas d'une solution en particulier. Donc, j'ai dit que c'était un problème dur. Et donc, première question pour vous. Si je prends comme graphe A un graphe quelconque, et pour le graphe B, le graphe qui correspond à un chemin ou un cycle de longueur n, comment est-ce que vous appelez ce problème? Bien. Voilà, deuxième question. Pas la même personne? Voilà, minimum dissection. En fait, même le problème où GA égale GB est intéressant, et c'est le problème d'isomorphisme de graphe. Donc à chaque fois, c'est des problèmes que vous savez être durs dans le pire cas. Le problème d'isomorphisme de graphe, c'est un cas un peu
non élucidé, mais qui est vraisemblablement plus facile puisqu'il y a un algorithme en tant qu'alésie polynomiale. Donc, moi, je ne vais pas regarder le pire cas. Si je veux me donner une chance de faire quelque chose avec des méthodes d'apprentissage, il faut que je regarde au moins des instances qui sont, entre guillemets, typiques sous une certaine distribution. Et donc, là, je vous présente les problèmes que je vais regarder pour ce problème d'alignement de graphes. Donc, la manière dont je génère mes graphes GA et GB. Donc, si vous connaissez les graphes d'Erdős-Rényi, ça s'appelle le modèle des graphes d'Erdős-Rényi corrélés. Donc le but du jeu, ça va être de générer mes graphes GA et GB de telle manière à ce qu'ils ne soient pas indépendants. Et de générer le pistar en juste permutant un des deux graphes et en regardant en essayant de retrouver le pistar que j'ai mis. Donc là, je suis je suis assez imprécis dans la manière dont je fais les choses, mais je veux que vous reteniez uniquement, grosso modo, 3 paramètres: n, le nombre de nœuds, d, le degré moyen, et ce que j'appelle le niveau de bruit, p-noise, qui est à quel point les deux graphes sont isomorphes ou pas. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que d'un point de vue probabilistique, si vous regardez juste G2A ou G2B séparément, ils ont la même distribution. Donc, typiquement, un Erdős-Rényi avec n sommets et degré moyen D. Mais par contre, ils sont corrélés, ça veut dire qu'ils ont un nombre d'arêtes communes. Oups, pardon. Comment ça marche ? Un nombre d'arêtes communes qui dépend de mon paramètre du nombre de bruits. Donc si vous prenez un p-noise égal à 0, ça correspond à quoi? Voilà, c'est 2 fois le même graphe. Et quand vous augmentez le bruit, vous avez des graphes de plus en plus différents parce que vous ajoutez et retirez un petit peu des arêtes. Ok, donc le modèle est clair. Donc, bon, là, je suis un peu informel dans la manière de définir, mais oui, c'est ce qu'on appelle le modèle. Donc, il y a plusieurs manières. Ok, il va y avoir plusieurs manières de tirer le graphe GA et GB et les marginales. Donc là, on va penser à Erdős-Rényi, c'est plus simple. Donc, comme ça, tout est indépendant, etc. Et par contre, donc ce que je définis là, ça me définit la corrélation entre mes deux graphes. Donc, une manière de faire, c'est si vous voulez faire simuler ça, c'est vous prenez un graphe d'Erdős-Rényi par an et vous le perturbez de 2 manières. Vous faites une percolation en ajoutant et retirant des arêtes de manière indépendante partout pour obtenir GA et GB. Et p-noise, ça va vous donner exactement la manière de faire la percolation. Donc la distribution est bien définie. Ouais. Du coup, ce qu'on va essayer d'apprendre, c'est pas la solution optimale, mais c'est ce qu'on pense être la solution. Voilà, exactement. Donc c'est pas forcément, donc c'est la pistar. Donc c'est pas forcément la solution optimale dans le sens, mais vraisemblablement quand le bruit est faible, elle doit être proche de la solution optimale. Donc très bonne note. Après, étant que les boucles un peu longues, il y a une robustesse un peu solide. On va voir ça, ouais. Mais oui. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire de machine learning pour ça. Et donc là, je vous ai mis une référence relativement récente qui regarde un algorithme pour faire l'appariement entre mes graphes d'Erdős-Rényi. Donc la notation, c'est lambda, c'est le degré moyen, et S, c'est la corrélation. Donc quand S est égal à 1, ça veut dire que j'ai 2 graphes isomorphes, donc je suis à un bruit 0, et donc vous voyez que quand le degré est grand, ça passe d'un régime qui est facile, problème d'isomorphisme de graphe, vous perturbez de plus en plus votre graphe, ça reste facile, puis il y a un moment où à cette courbe-là, on n'arrive plus à trouver d'algorithme qui marche. Là, on dit du coup que comme on n'arrive plus à trouver d'algorithme, on dit que c'est dur, et ensuite ça devient impossible, donc vous pouvez montrer que d'un point de vue théorie de l'information, ça ne va pas être possible de retrouver quelque chose qui est corrélé avec la vraie valeur. Et on a même une conjecture sur la valeur à laquelle ça devient dur, qui est reliée à
à la constante de hauteur qui apparaît dans, je pense que vous la connaissez mieux que moi, le calcul, l'énumération des arbres. Donc c'est une approche que j'aurais présentée il y a quelques années, avec un modèle mathématique bien défini, et ensuite vous essayez d'avoir un algorithme très astucieux qui va essayer de faire les calculs et de montrer qu'il va marcher dans un certain régime. Là, l'approche que je vais proposer, c'est si vous avez accès au modèle, il y a une autre manière de faire en utilisant une approche de type machine learning, c'est vous pouvez simuler autant d'exemples que vous voulez et essayer d'apprendre un algorithme directement sur ces exemples-là. Donc avant ça, je vais présenter deux méthodes qui permettent de résoudre le problème de manière approchée. La première, c'est la relaxation convexe. On réécrit ça, c'est ce qu'on essaye de minimiser. Okay, c'est la différence d'alignement entre mes deux graphes. Et donc, je suis pas très fort avec là. Donc là, la relaxation convexe, c'est juste, au lieu de regarder une permutation, on va regarder une matrice doublement stochastique. C'est convexe, donc c'est un unique minimum. Et à partir de cette matrice doublement stochastique, ensuite, on va la reprojeter sur les projections. Et c'est là qu'on perd. L'autre relaxation, c'est de regarder, au lieu de minimiser, donc on veut minimiser ça, donc comme la norme de A et de B, on peut rien y faire, on peut maximiser ce produit scalaire. Et c'est un problème qui est encore difficile, mais où on peut utiliser des méthodes de gradient pour essayer de trouver une solution. Donc en appliquant l'algorithme de Frank-Wolf, on peut essayer de maximiser cette quantité-là. C'est aussi l'algorithme de Frank-Wolf qu'on va devoir appliquer ici. Et on espère pour le mieux, sachant que dans la deuxième relaxation, comme c'est pas convexe, ça va dépendre de la matrice d'origine qu'on prend quand on fait notre gradient ascent. Et donc, la méthode qui marche le mieux en pratique et sur nos algos, c'est en fait de mixer les deux, c'est-à-dire de faire d'abord la relaxation convexe, trouver une matrice doublement stochastique, partir de ce point d'origine pour ensuite raffiner grâce à cette deuxième méthode. Et c'est ça qui s'appelle l'algorithme FAQ pour Fast Approximate Quadratic, parce que ça ressemble à un problème de Quadratic Assignment Problem. Okay. Et donc à la fin, vous obtenez une matrice doublement stochastique et vous la reprojetez en faisant en temps polynomial, ça, il n'y a pas de souci, sur une permutation. Donc, voici ce que ça donne sur Erdős Rényi, taille 500, degré moyen 4. Donc en rouge, c'est la relaxation convexe, et en orange, c'est la méthode FAQ qui commence de la relaxation convexe, puis fait cette gradient ascent. Donc en axe des X, c'est le niveau de bruit. Donc si vous êtes à gauche, vous êtes là, vous avez deux graphes isomorphes, et plus vous augmentez le niveau de bruit, plus ce à quoi on s'attend, c'est que vous allez avoir un problème qui est difficile. Et donc là, c'est l'accuracy. Donc au début, vous y arrivez bien, et puis les performances chutent. Et à droite, c'est l'autre mesure de performance, qui est le nombre d'arêtes communes donné par votre algorithme. Donc là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est comme c'est moi, j'ai accès à tout le dataset, etc. Ce que vous pouvez faire, comme ça a été soulevé, c'est vous pouvez vous dire que dans votre dataset, en fait, le p-star n'est pas une permutation qui est optimale pour votre problème d'optimisation. Donc vous pouvez tricher et faire un gradient ascent depuis cette solution qui doit être proche de la solution partielle. Et c'est ce que vous obtenez ici. Vous voyez qu'il y a un tout petit gap entre la courbe en haut, c'est-à-dire que dans ce régime-là, en fait, la solution qu'on appelle plantée en physique n'est pas optimale et vous pouvez faire un tout petit peu mieux. Mais par contre, dès que le niveau de bruit est suffisamment faible,
vous avez la solution optimale. Pas de questions? Donc là, j'ai juste augmenté le degré et on a des courbes similaires avec vraisemblablement une transition de phase entre la partie facile et celle où l'algorithme n'y arrive pas, qui devient plus abrupte. Mais chose compatible avec la théorie, en fait, on voyait que la courbe entre le domaine facile, difficile, devenait plate quand le degré moyen augmentait. Et donc là, je suis passé de degré 4 à degré 80 et on voit que ça n'a pas changé drastiquement l'endroit à laquelle l'algorithme ne marchait plus. Mais lors des diagrammes des phases des émergences, c'était pour cet algorithme ou non? Bah non, justement, donc c'est pas du tout pour... Enfin bon, ok. C'est pas pour cet algo, mais il y a des arguments pour dire que c'est pas sensible à l'algorithme qu'il aime, où en fait nous on avait travaillé aussi sur cet algo-là avant, on regardait, et qu'il y a des raisons plus profondes qui font que quand je dis hard, c'est pas juste que Guilhem a montré que son algo ne marchait pas, c'est qu'on ne connaît aucun algorithme qui marche dans ce régime-là. Donc les courbes solides, ils sont la vraie thermodynamique du modèle et les dots de l'algo. Le gap entre... Oui, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, je vais parler un peu d'une méthode alternative pour faire ça. Donc, et là, je rejoins ce que j'avais présenté déjà au séminaire de Flageolet il y a quelques années. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser quand même des algorithmes d'apprentissage qui prennent en entrée des graphes. Et en l'occurrence, ici, ça va être une paire de graphes qui va sortir une permutation. Donc, c'est quand même des objets qui sont très structurés. Et on ne peut pas utiliser n'importe quoi et espérer avoir de bons résultats dans ce cas-là. La première difficulté, c'est qu'un graphe, il n'y a pas une représentation unique. Et donc, on va essayer d'utiliser des algorithmes d'apprentissage qui prennent en compte ces symétries de ces graphes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les graphes neural network. Donc, de manière formelle, si je regarde l'action de mon groupe de symétriques sur les graphes, j'ai deux types d'algorithmes, si on veut, en machine learning. C'est un qui va prendre mon graphe et qui va construire un label pour mon graphe entier. Et donc, dans ce cas-là, je vais essayer d'être invariant, c'est-à-dire que si je lui donne 2 fois le même graphe, mais pas sous la même représentation, je veux qu'il me donne tout le temps la même quantité correspondant à ce graphe-là. Et l'autre algorithme utilisé, c'est, étant donné un graphe, je vais construire ce qu'on appelle des vecteurs, des caractéristiques qui sont sur les sommets. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer d'encoder des caractéristiques des sommets. Donc, c'est typiquement ce que je vais vouloir faire ici. Et là, pareil, c'est si je relabelle, si je permute l'ordre de représentation de mon graphe en entrée, je veux que j'ai exactement la même permutation en sortie. Et donc, c'est ce que les gens appellent équivariant dans notre cas. Et donc, ce que j'avais présenté au séminaire Flageolet, c'est exactement une architecture de réseau qui permet d'assurer, par construction, d'être invariant ou équivariant. Et donc, une fois que ça c'est donné, ma tâche est définie ici. Je prends mes deux graphes G1 et G2, je les passe dans mon architecture équivariante. Donc, ça veut dire que mes réseaux de neurones vont calculer des vecteurs qui sont sur les sommets. Et la manière dont je vais essayer de prédire ma permutation, c'est je vais essayer de voir quels sont les nœuds qui ont des vecteurs qui sont proches. Donc, pour ça, je fais le produit scalaire de toutes les représentations de mes nœuds et du graphe G1 et les représentations de mes nœuds de mon graphe G2. Donc ça, c'est les nœuds de 1, les nœuds de 2. Je prends le produit scalaire, ça fait une matrice n par n. Et ce que j'espère, c'est que quand les nœuds sont proches, pour le GNN, je vais avoir une entrée qui est forte correspondant à l'entrée IJ.
et c'est à partir de ça que je vais prédire ma permutation. Ouais. Donc là, je regarde la tâche que je vais essayer de faire résoudre à mon réseau de neurones. Et donc, ce que je fais, c'est que maintenant, comme j'ai un modèle probabiliste pour générer mon dataset, ce que je lui donne à manger, c'est autant d'exemples que je veux, de paires de graphes avec niveau de bruit que je veux, et je sais ce que je veux prédire en sortie. Et donc, je vais faire un apprentissage classique comme en apprentissage supervisé de mes GNN. Ce qui est important de dire, c'est que la fonction là et la fonction là, c'est les deux mêmes fonctions. Ce que je vais appliquer, globalement, vous pourriez faire ça à la main. C'est calculer des caractéristiques qui sont spécifiques à chaque nœud. Donc son degré, le nombre de cycles qui passent par etc. Ça vous construit des features et vous pouvez essayer d'apparier les nœuds qui ont des features proches comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est qu'au lieu de les calculer à la main, je les laisse calculer par mon GNN. Donc, les réseaux, ils travaillent à taille pixel? Sur le nombre de nœuds? Oui. On va dire, enfin, pas forcément, mais je vois pas pourquoi. Dans le sens, il faut chercher parmi les réseaux possibles quelqu'un qui, par hasard, il marche bien. Une fois que je l'ai trouvé, lui, il a un paramètre intensif de taille. Si après je change de taille, je dois chercher un autre réseau. Alors en fait non, parce que les architectures des GNN permettent de calculer des caractéristiques. Typiquement, on peut penser à des choses qui sont locales autour d'un nœud. Et donc ça, si c'est local, tu n'as pas besoin de refaire un entraînement en fonction de la taille du réseau. Alors si on fait ça, on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. Et en fait, il y a une raison assez simple, c'est que là, je suis en train d'essayer de résoudre des problèmes qui sont potentiellement relativement difficiles. Et les GNN, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste des multiplications matricielles. Donc en termes de complexité, de temps de calcul, je suis tout le temps fixe. Étant donné deux graphes que je lui donne à manger, je vais faire quelques multiplications matricielles et ensuite devoir faire ma prédiction. Donc une manière d'améliorer ça, c'est en faisant ce que j'appelle le chaining. Et donc l'idée, donc je pense que je vais passer vite, c'est que je vais utiliser une première étape avec mon GNN entraîné. Et ensuite, je vais avoir un premier guess pour ma permutation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui redonner à manger cette estimation de la permutation en plus de mon couple G1, G2. Et donc s'il y a des nœuds qui sont facilement appariables, et ben, il va pouvoir utiliser ça comme graine pour pouvoir propager l'information sur le reste. Donc, ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc là, c'est ce que vous voyez, c'est les courbes d'entraînement de ce chaining. Et donc, vous avez des courbes où la loss diminue et l'accuracy augmente. Donc ça, c'est sympathique. Mais surtout, vous voyez que vous augmentez énormément la performance. Donc en marron, vous avez la performance du premier graphe, puis en orange, la performance après une étape de chaining, c'est-à-dire que ce que je lui ai donné en entrée, c'est grosso modo, il y a 10% des points qui sont corrects. Donc bien sûr, il ne sait pas quels sont les points qui sont corrects, mais à partir de cette graine, il va pouvoir faire de mieux en mieux et augmenter ensuite la performance jusqu'à plus de 30%. Donc, et du coup, voilà, si vous poussez jusqu'au bout ces idées, vous obtenez des performances qui sont meilleures que l'état de l'art sur ces problèmes jouets. Donc là, j'ai remis pour un graphe d'Erdős-Rényi avec degré moyen 4, et donc en vert et bleu, vous avez les méthodes obtenues avec des GNN. Là, c'est pour les degrés plus grands, donc comme tout à l'heure, c'est beaucoup plus abrupt, donc j'aurais dû vraisemblablement faire un zoom sur la partie où le bruit est critique. Et donc là, j'ai fait sur des tailles un petit peu plus grandes, en reprenant l'algorithme de Guilhem, par exemple. Donc,
que j'appelle message passing, qui est en bleu, FAQ qui est en rouge, donc fast approximate quadratic, et je ne l'aurais pas présenté bien sûr, mais c'est ma méthode qui est en orange au-dessus de tout le monde. Et la ligne rouge là, c'est ce qui correspond à la constante d'auteur, donc qui est a priori indépendante de tous les algorithmes. Et vous voyez bien que on a des algorithmes qui sont complètement différents les uns des autres et tous se cassent la figure à peu près au même endroit, qui correspond globalement plus ou moins à ce qui a été prédit par la théorie. Alors, l'autre chose, là, c'est que j'ai pris degré 3, donc c'est degré assez faible, et l'une des raisons pour lesquelles je prends degré 3, c'est que l'algorithme de message passing, il ne scale pas du tout avec le degré. Et donc, dès que vous prenez des degrés plus importants, c'est impossible de faire les calculs. Je crois que je vais sauter jusqu'à midi 25, c'est ça? Donc, ça, c'est une partie technique où après se discute quel est le choix optimal du dataset sur lequel vous devez faire votre entraînement. Ouais. Avec message passing, vous voulez dire sur des belief propagation ou des survey propagation? Alors, ok. C'est une sorte de belief propagation, mais en fait, c'est pas l'algorithme est le suivant, c'est j'ai mes deux graphes, je vais regarder pour chaque sommet de G1 et chaque sommet de G2 localement à quoi ils ressemblent. Ça va être des arbres de Galton-Watson. Et je vais essayer de décider si ces deux arbres sont isomorphes ou pas, avec le bruit près. Et donc, si vous faites cet algorithme-là, il y a une récursion naturelle qui apparaît quand on regarde au descendant n. Et donc, c'est ce calcul-là qu'on fait de message passing. Mais ça correspond en fait pas vraiment à l'algorithme Belief Propagation pour le problème original. Okay, on a déjà cassé, donc on transforme le problème d'appariement de graphe en un problème de test d'hypothèse, savoir si, étant donné deux arbres, ils ont des chances d'être isomorphes ou pas. Et c'est à partir de ce test-là qu'on a les résultats de message passing. Donc, l'algo n'a rien à voir avec une descente de gradient, enfin, en tous les cas, à première vue. Et vous pourriez réinitialiser le message passing dès la solution candidat que vous avez trouvée avec les chains et le GNN et voir si ça améliore. Bah, à ce moment-là, autant faire. Donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est que. À ce moment-là, ça ne sert à rien parce que. L'amélioration locale, étant donné un point qui est proche de la solution, une approximation, une amélioration greedy, c'est de faire directement ça. Donc c'est de résoudre des FAQ. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et donc voilà, la conclusion pour ma première partie, c'est que l'avantage, donc j'ai un algorithme boîte noire, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je vois qu'il performe mieux sur au moins les datasets que j'ai, et même sur des datasets sur lesquels il n'y a aucune analyse et l'algorithme de message passing ne marche pas du tout, qui serait si vous prenez des graphes déréguliers, vous les perturbez un peu. Et là, bah, localement, c'est des arbres déréguliers, donc vous n'avez aucune information. Donc, on ne sait pas du tout, a priori, comment faire. Donc, en vert, vous voyez que, avec une méthode d'apprentissage comme ça, vous pouvez faire quelque chose. Donc ça, c'est des questions sur cette première partie? Alors là, je vais tenter une transition. Donc voilà, là je vous ai présenté un problème relativement précis avec une technique que j'espère originale pour résoudre un problème d'optimisation combinatoire. Et là je vais vous parler d'autres travaux en cours avec des gens qui viennent de l'informatique théorique et des preuves formelles, donc ça va être pour la fin.
Et avant ça, je voulais vous présenter quelques résultats qui ne sont pas de moi, mais qui, j'espère, peuvent vous intéresser, plus en lien avec des objets dont vous avez l'habitude. Donc, ce que j'ai présenté jusqu'à présent, c'est une méthode d'utilisation d'algorithmes supervisés pour trouver un algorithme original. Récemment, il y a des techniques d'algorithmes supervisés qui ont été utilisées pour en fait ensuite démontrer des relations entre, dans la théorie des nœuds, entre des invariants de ces nœuds. Et la manière dont ils ont fait, donc là c'est la méthodologie qui est extraite du papier, c'est qu'ils ont inféré ces relations de manière complètement empirique en faisant grosso modo un énorme travail de simulation. Donc ils ont généré des nœuds aléatoires et ensuite ils étaient intéressés par ce qu'ils appellent la signature et ils ont obtenu des corrélations entre les quantités qui les intéressaient, voilà, qui sont ici représentées sur la droite. Et de ça, ils ont fait des conjectures qui sont avérées fausses, mais comme le papier est publié, ils ont corrigé leur conjecture en voyant pourquoi elles étaient fausses et ils en ont tiré des théorèmes maintenant qu'ils ont prouvés de manière standard, enfin, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais l'idée de la conjecture à prouver, donc de l'objectif, avait été déterminée par des méthodes de machine learning. Et ensuite, la preuve a été faite de manière plus académique. Un autre exemple qui est un peu plus original, qui sort de l'apprentissage supervisé, c'est utiliser l'apprentissage par renforcement pour explorer l'espace des possibles. Et donc là, c'est un papier qui a essayé de trouver des contre-exemples à des conjectures en théorie des graphes. Et donc là, l'approche est relativement simple en fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est essayer de construire une fonction qui va encourager le réseau à trouver des graphes, dans ce cas-là, qui doivent contredire la conjecture. Donc vous avez une fonction de loss qui correspond à partir d'un invariant, et là vous avez une trajectoire obtenue par le réseau. Donc vous commencez par quelque chose qui est assez random à gauche, et vous voyez que vous aboutissez à la fin à des réseaux très particuliers qui sont relativement petits. Et donc là, l'algorithme de renforcement est utilisé uniquement comme un outil de recherche. Et si à la fin vous obtenez un graphe qui contredit votre conjecture, bah, vous êtes content. Donc là, c'est un exemple qu'ils mettent dans le papier. Donc la conjecture, elle est en haut. Ils ont arrêté le réseau de neurones à ce moment-là. Et en fait, c'est pas un contre-exemple à la conjecture. Mais en regardant la tête du graphe qui est simulé par l'algorithme de renforcement, ils se sont vite aperçus de la raison pour laquelle la conjecture était fausse. Et donc, ils en ont fait une à la main derrière qui contredit la conjecture originale. Donc c'est une manière de trouver les graphes. Donc ça, c'est relativement naturel à faire, c'est utiliser les algorithmes de renforcement pour explorer de manière plus efficace un espace des possibles. Et donc, mais c'est pas très constructif dans le sens où la seule chose que vous pouvez faire, c'est trouver un contre-exemple à une conjecture. Donc ce que je veux présenter maintenant, c'est faire des preuves plus constructives. Donc un premier essai, donc c'est pareil dans mon cas, même si j'ai un algorithme, je pense qu'il est bon, je ne peux pas vous garantir qu'il soit bon, j'ai aucune garantie de performance. Donc c'est encore boîte noire. Donc une manière de sortir de la boîte noire qui a été proposée par DeepMind, c'est en fait de laisser une IA, donc dans ce cas-là, c'est un modèle de langue, écrire un programme en Python.
pour résoudre votre problème. Et donc là, vous n'avez plus le problème de boîte noire parce qu'à la fin, si ça a marché, vous avez le code Python que vous pouvez lire qui résout votre problème. Donc là, on est exactement dans le cas que moi je considérais, où j'essaye de résoudre un problème d'optimisation combinatoire, mais je ne veux pas avoir en sortie une boîte noire, je veux avoir un résultat interprétable, et donc c'est pour ça qu'ils passent par du code écrit en Python. Et donc, dans leur papier, ils disent qu'ils ont trouvé un nouvel algorithme qui résout le problème de bin packing. Et donc, ce que vous voyez, c'est que, bon, d'un certain côté, c'est assez pauvre comme algorithme, puisque ce sur quoi il va se concentrer, c'est les constantes là qui va optimiser. Et pareil, on n'a aucune garantie ensuite que ça marche, mais au moins, je sais ce que fait mon algorithme sur des entrées données. Et donc, pareil, là, l'algorithme, c'est un algorithme de renforcement, mais ce que vous voyez, c'est que toute la connaissance métier, entre guillemets, sur le problème, elle est contenue là, puisque vous donnez accès à une base de données de programmes qui sont potentiellement bons, et ce que vous essayez, c'est d'améliorer cette base de données au fur et à mesure du temps. C'est pas moi. Okay. Donc maintenant, je vais me concentrer sur l'utilisation des modèles de langue pour résoudre des problèmes de maths. Donc voici le genre de problème que les modèles de langue savent résoudre actuellement. Donc c'est Angela qui boit du café au lait avec sa famille. Tout le monde a une dose de café, une dose de lait dans sa tasse. La dose est strictement positive. Et on sait qu'Angela a bu 1/4 du lait et 1/6 du café total. Et donc la question, c'est combien est-ce qu'il y a de gens dans la famille? Okay, donc a priori, ça ne paraît pas complètement clair, puisqu'il y a 2 inconnus et une seule équation. Et donc, voilà ce que me répond ChatGPT. Donc vous pouvez essayer... Enfin, je l'ai fait hier soir. Donc il dit, bon voilà, c'est 8n, n ça doit être le nombre de personnes. Le café plus le milk, le lait, ça fait 8n. Elle en prend m sur 4, c'est sur 6. J'ai ma plus a, donc voilà, il écrit les équations, blablabla, tout. À la fin, je trouve n égale 6. Bon, il y a un argument là qui me paraît un peu foireux. Donc, vous pourrez regarder plus en détail après. Donc, pourquoi est-ce que les LLM marchent là-dessus? C'est parce que les gens passent énormément de temps et de ressources GPU à entraîner ces modèles à faire ce qu'on appelle du next token prediction, donc à écrire sur d'énormes corpus. Et ils se sont aperçus que même si on ne les entraînait pas spécifiquement, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas en... Bon. Spécifiquement à faire des maths, ils arrivaient par exemple à coder, donc c'est pour ça qu'on arrivait à faire du code en Python. Et donc là, ce que je vous ai mis, c'est les courbes qui sous-tendent les initiatives les plus populaires actuellement. C'est que plus vous ajoutez du compute, plus vous ajoutez de données, meilleures sont vos performances. Donc la test loss, c'est la fonction de perte pour étant donné un certain niveau de ressources GPU ou de taille de dataset ou bien de taille du modèle, et vous avez des lois de puissance comme ça. Donc ça veut dire que si vous multipliez par 10 en termes de compute de data size, vous normalement obtenez une perte qui est meilleure en meilleure. Après, faire du next token prediction, c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Et donc, à droite, là, c'est ce que vous observez, c'est sur le modèle de méta, c'est que les performances sur des tâches qui, a priori, n'ont pas rien à voir avec du next token prediction, vont aussi augmenter au fur et à mesure que votre loss décroît. Donc, ça veut dire que si plus votre loss est basse,
meilleures vos performances seront sur des tâches qui devraient être utiles. Et donc voilà, tout le monde fait ça actuellement pour essayer d'avoir le meilleur modèle de langue possible. Et vous avez peut-être entendu parler récemment, donc il y a DeepSeek, une société chinoise qui a sorti une méthode un petit peu alternative pour faire ce qu'ils appellent du reasoning avec du LLM. Et donc là, ce qu'ils ont rajouté en plus de l'approche un peu brutale à faire du Next Token Prediction, c'est qu'ils ont rajouté des données avec du raisonnement et ils ont essayé de faire générer au modèle de langue les raisonnements qui aboutissaient à des bonnes réponses. Et par raisonnement, j'entends raisonnement informel du type résoudre exactement le petit quiz que je vous ai donné avec Angela. Et donc voilà ce que ça donne si vous utilisez DeepSeek R1 sur le même problème. Donc la différence, c'est qu'il ne répond pas tout de suite. C'est que on fait ce qu'on appelle du chain of thought. Donc il va commencer à essayer donc ce qui est écrit en ce qui est écrit en rouge, c'est moi qui l'ai mis en rouge, mais en fait ça tient pas sur un slide tous les étapes de raisonnement que le modèle va faire. De temps en temps, il va s'apercevoir qu'il fait des erreurs, donc il revient en arrière, etc. Et tout ça en langage naturel. Et donc, mais à la fin, si vous coupez tout, il trouve que 24 moins 4n doit être positif et 4n moins 16 doit être positif, donc n doit être compris entre 4 et 6, donc n vaut 5. Bon, à comparer à GPT qui disait n vaut 6, donc je vous laisse choisir. Et ensuite, là j'ai coupé aussi, mais il dit à partir de n égale 5, je vais aussi vérifier ma réponse, et du coup, ok, la réponse finale est n égale 5. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est essayer de faire exactement ça, mais de manière un peu plus formelle, surtout sur la partie 6, la partie vérification. Et si vous voulez faire de la vérification, et que vous travaillez à l'INRIA, il y a un langage de programmation qui est fait pour ça, ça s'appelle Roc, donc c'était Coq avant, et il vient de changer de nom, qui est proche de, peut-être que vous avez entendu parler de Lean, qui est utilisé pas mal dans la communauté mathématique pour faire des preuves formelles. Donc le but de Roc, c'est c'est d'avoir un langage de programmation qui soit relativement facile pour faire des preuves formelles, et ça a été utilisé en mathématiques. Et donc, il y a vous partez pas de zéro quand vous utilisez Roc, puisqu'il y a toute une librairie qui a été développée, qui s'appelle Mathematical Components, et qui a été développée en particulier pour prouver le théorème des 4 couleurs, ou un théorème de théorie des groupes. Et donc, si vous voulez utiliser Roc, vous n'avez pas à redéfinir les entiers naturels, les réels, les mesures, etc. Tout ça, c'est déjà fait pour vous. Et donc, à partir des axiomes de base de la théorie des maths, dans ce Mathematical Component. Et donc, si vous essayez de formaliser le problème d'Angela, ça revient à ça. Vous avez x et y, c'est la quantité de café ou de lait, je ne sais plus. N, c'est le nombre de personnes dans la famille. Vous avez x sur 4 plus y sur 6, qui est égal à x plus y sur n. Okay. Donc c'est ça l'équation, puisqu'elle avait un quart du café et un sixième du lait. Et donc là vous avez la réponse. Ce que je demande en coq, comme ça c'est un théorème, c'est que montrer que n est un entier naturel qui est égal à 5. Donc très bonne remarque. Là, x et y, n doit être un entier parce que c'est un nombre de gens dans la famille, mais x et y n'ont aucune raison d'être des entiers. Donc là, si vous faites une remarque qui est comment est-ce qu'on spécifie, comment est-ce qu'on passe d'un statement informel de maths à un statement formel de maths. Et donc a priori, là, on devrait mettre que ce sont des réels positifs. Ok ? Bon, dans les faits, ça ne va pas changer grand-chose dans ce cas-là. Mais c'est spécifier de manière formelle un problème de maths, c'est un problème qui est compliqué à partir de cette manière formelle. Ok. En fait, parce que l'équation est
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Là, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'impact, mais ça peut en avoir. OK. Et donc, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que le LLM me sorte la preuve de ça. Et si le code rock compile, je sais que la bonne réponse, c'est n égale 5, et j'ai même une preuve que je peux vous donner formelle. Donc du coup, faut faire parler le LLM avec Roc. Alors si vous n'avez jamais utilisé Roc, là je vous ai mis juste un exemple. Donc le théorème, normalement, vu son nom, vous devriez voir à quoi ça correspond. Donc involution injective, donc l'hypothèse que je fais sur la fonction f, c'est que f' égale identité. Okay, donc c'est ici. Et ça m'implique que si f de n1 égale f de n2, alors n1 égale n2, donc f injective. Vous êtes d'accord avec c'est vrai? Et donc voici la preuve une preuve en Roc. Et donc je sais pas, donc vous voyez que c'est un petit peu plus dur de comprendre ce qui se passe, surtout si vous n'avez pas accès à la fenêtre à droite, qui en fait est donnée par l'interpréteur de Roc. Et donc la fenêtre à droite, c'est, vous voyez que j'ai ma souris qui est à la fin de la première ligne, donc là j'ai juste introduit les variables, et donc ça me remet quelles sont les hypothèses, f qui va de nat dans nat, j'ai que f' égale identité, et là l'hypothèse c'est f de n1 égale f de n2, et qu'est-ce que je dois prouver? n1 égale n2. OK? Et donc la prochaine étape, je me mets sur la deuxième ligne, donc à la fin du rewrite h, là, et donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé l'hypothèse i. L'hypothèse i, c'est n égale f' de n sur n1. Donc ça veut dire que je vais avoir remplacé le n1 par f de n1, puis après j'ai utilisé l'hypothèse h. L'hypothèse h, c'est f de n1 et f de n2, donc j'ai remplacé le n1 par f de n1, puis le f de n1 par f de n2. Ok, j'obtiens ça. Et donc maintenant, vous pouvez voir que la dernière ligne, elle va bien me donner la preuve parce que je réutilise l'hypothèse i en remplaçant f de n2 par n2, puis j'ai n2 égale n2, et ça Roc sait me dire que c'est vrai. Mais donc la difficulté, c'est que vous voyez, c'est pas du tout comme du code Python ou je sais pas quoi. Si vous regardez que le programme à gauche, c'est assez dur de se représenter quels sont les goals courants et les étapes que vous devez appliquer. Et en particulier, le LLM, il n'aura jamais vu ça. Parce que, au mieux, ce qu'il a vu, c'est des programmes en Roc, mais pas les goals courants. Et donc, c'est exactement là-dessus qu'on travaille, c'est essayer de faire comprendre au LLM d'utiliser, d'interagir avec l'interpréteur de Roc pour avoir les goals courants, etc., savoir dans quelle direction aller. Donc, c'est ce qu'on a fait dans un premier essai où, que je mets ici sous forme d'une slide. Donc à gauche, vous avez la partie complètement informelle, qui est le LLM. Donc ce que vous lui demandez, c'est d'expliquer sa preuve, de raisonner et de formaliser ensuite le raisonnement qu'il vient de faire, donc à la fin d'écrire du Roc. Vous passez ce code-là dans la partie ici, c'est complètement non LLM, c'est la partie qui utilise Roc. Donc vous essayez de retrouver la preuve, vous regardez les messages d'erreur, et ça, vous les repassez au LLM pour qu'il essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc il y a une boucle d'interaction entre le LLM et le prouveur. Et après, vous avez plein de stratégies de recherche de preuves. Donc ce qu'on a implémenté, c'est ce que les gens appellent beam search, c'est-à-dire que, étant donné un état de la preuve, le LLM va proposer différentes tactiques possibles ou stratégies possibles. Vous allez suivre les deux plus probables et à partir de celles-ci, régénérer d'autres tactiques possibles. Et comme vous avez une arborescence en arbre, vous ne pouvez pas tout explorer en un temps raisonnable, donc vous limitez tout le temps à ce qu'on appelle un beam size de 2. Donc vous prenez à chaque étape les deux preuves qui vous paraissent les plus prometteuses. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a codé. Et ensuite, se pose la question de l'évaluation. Comment est-ce que vous évaluez votre algorithme? Et donc pour ça, on a pris une preuve assez récente, très récente,
du problème de Busy Beaver. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le problème de Busy Beaver, c'est essayer de prédire, de calculer le nombre pour une machine de Turing à n états, donc là n vaut 4, le temps d'exécution maximal, sachant que ça s'arrête. Donc Busy Beaver de 4 c'est 7, donc ça c'était connu depuis longtemps, mais ça a été formalisé en coq cet été, enfin juste avant l'été. Et en fait, la partie qui était ouverte, c'était Busy Beaver de 5, donc avec 5 états. Et donc du coup, on a un dataset où on est à peu près confiant qu'il n'était pas dans l'ensemble d'entraînement des gros LLM, puisque ça date d'avril 2024. Donc on a accès à 260 lemmes qui sont écrits par une personne dans un fichier, donc c'est assez facile à évaluer. Donc là, ce qu'on lui donne comme contexte, c'est tous on fait une tâche relativement simple, c'est on lui donne tout le contexte dont il a besoin, donc les librairies qu'il peut importer, etc., les lemmes qu'il a soi-disant déjà prouvés, et on lui demande de prouver le prochain lemme dans le fichier. Et ensuite, on fait bin search, etc. Donc alors, ouais, j'ai découvert en préparant cet exposé qu'en fait, Busy Beaver, c'est assez marrant comme problème, parce que les gens se sont amusés à faire des liens entre les conjectures des maths et des machines de Turing. Donc il y a une machine de Turing à 27 états qui ne s'arrête que si la conjecture de Goldbach est vraie. Et donc ça pourrait donner un moyen si vous avez Bibi de 27, vous savez que vous faites tourner votre machine de Turing, et après Bibi de 27, qui est quand même très long, si elle ne s'est pas arrêtée, vous avez une preuve. Pareil pour l'hypothèse de Riemann, là vous avez besoin de 744 états. Bon. Il vous faudra du temps, mais c'est ça. Et donc voici les performances du coup qu'on a obtenues pour différents modèles. Donc encore une fois, l'architecture générale, elle est donnée avec la boucle de rétroaction, etc. C'est tout le temps la même. Et la seule chose qui varie d'une ligne à l'autre, c'est l'utilisation de différents modèles. Donc vous avez les modèles qu'on appelle open weight, donc qui sont accessibles et que vous pouvez faire tourner sur vos machines. Et les modèles boîte noire, où vous faites appel à l'API d'OpenAI ou de Claude. Donc vous voyez déjà les performances commencent à être... donc vous avez 77% des preuves qui ont été trouvées par la version de Claude la plus performante. La raison pour laquelle on s'est arrêté à 43 théorèmes sur les 100, c'est qu'en fait on est limité en termes de taux de requête sur Claude, et du coup maintenant on a été vraisemblablement blacklisté et on n'arrive pas à utiliser le Claude. Mais sinon avec GPT, donc 4O, on était à presque 60% sur les modèles. Et pareil avec DeepSeek version 3. Et à droite, je vous ai mis les prix pour vous donner une idée du prix donc c'est en millions de tokens que vous envoyez, et aussi ça coûte cher si vous recevez des preuves qui sont très longues. Voilà. Et donc, juste pour conclure, quelques citations d'un interview relativement récent de Terence Tao, qui paraissent intéressantes. Donc une des idées qui met en avant et qu'on n'entend pas si souvent, c'est essayer donc il croit assez fortement aux outils de preuve formelle. Une manière de les utiliser qui paraît relativement simple et où l'IA pourrait servir, c'est essayer de traduire les livres de maths de manière formelle. Et une des motivations pour faire ça, c'est que quand vous avez une preuve formelle, en fait, les seules choses que vous utilisez, c'est les axiomes de base des maths. Mais généralement, quand vous apprenez les probas, vous n'avez pas envie de refaire la construction de toute la théorie de la mesure à chaque fois. Donc ce que vous faites quand vous l'enseignez, c'est que vous
vous supposez que les gens ont déjà vu la théorie de la mesure quelque part. Et donc, si vous formalisez tous les livres comme ça, ce que vous pourriez avoir, c'est un livre qui est cliquable, où quand vous avez des notions que vous ne connaissez pas, ou que vous voulez approfondir, vous pourriez très bien cliquer et descendre d'un niveau d'abstraction pour avoir une explication jusqu'à descendre éventuellement jusqu'aux axiomes de base. Et donc ça permettrait aussi de commencer dans une nouvelle matière sans forcément connaître tout de la matière. L'autre chose qui est importante aussi avec les outils de preuve formelle, c'est que ça transforme ce qu'il appelle le implicit, donc la connaissance implicite des mathématiciens sous forme complètement explicite. Et donc il y a beaucoup de connaissances qui est juste dans la tête des matheux et qui n'est pas disponible dans un corpus et auquel on a accès via la discussion à la pause café, mais sinon c'est compliqué. Et ça, cette connaissance-là, si on la partage de manière plus universelle, on s'attend à pouvoir faire des preuves plus compliquées. Un autre aspect de ça, c'est que généralement vous publiez uniquement les résultats positifs, donc ce que vous avez réussi à montrer, et vous ne publiez pas ce que vous n'avez pas réussi à montrer. Mais en fait, ce que vous n'avez pas réussi à montrer, c'est aussi intéressant d'un point de vue machine learning, parce que une IA, on ne peut pas l'entraîner que sur des exemples positifs. Il faut aussi lui donner des exemples sur lesquels on n'a pas réussi, donc pour qu'il apprenne à ne pas aller dans les directions qui sont durs. Et donc, il propose même des modèles où les mathématiciens dans le futur pourraient collaborer et devraient soumettre dans leurs travaux aussi toutes les tentatives qui n'ont pas marché pour une preuve de théorème, pour pouvoir nourrir un peu la connaissance des maths. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Merci. Alors attendez que je vous passe le micro pour les questions pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que ça pourrait valoir le coup de prendre Llama par exemple et de le tuner pour qu'il soit plus optimisé pour le genre de problème que vous voulez résoudre? Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Okay. Donc oui, la réponse est oui. Et ça serait facile, vous lui donnez quoi, plein de code rock pour qu'il apprenne? Ouais, en fait, du coup, voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser cette lib qui a été, en fait, il y a un surlangage sur Coq qui s'appelle SSReflex, qui sont des tactiques utilisées couramment en maths. Et donc on aimerait, ça pour l'instant, la base de données est relativement petite et donc les LLM de base, ils sont mauvais là-dedans. Et donc faire du fine-tuning ou du reinforcement learning sur ce genre de données, c'est là où on espère avoir des gains en performance. Une dernière question rapide. Alors, j'ai vu que dans le test, c'est le DeepSeek V3 qui est utilisé. Est-ce que vous avez testé sur le R1 qui est plus sur le reasoning pour les profs? Ouais, mais en fait, ça marche moins bien. Okay. La raison est simple, c'est parce qu'il a appris à raisonner, mais de manière informelle. Et donc, du coup, comme nous, on lui demande à la fin une preuve en ROC, pour générer du ROC, il n'arrive pas à faire le mapping entre son raisonnement et le code ROC. D'où l'intérêt de d'essayer de le spécifier à des choses. Donc, le but du jeu, ça serait de faire exactement DeepSeek R1, mais pas pour du reasoning informel, mais du reasoning formel. Ok, merci.